Eh bien, bonjour à vous. Maintenant, nous sommes avec Hervé Gévaudan de la société Unity. Alors, une société que peu d'entre vous doivent connaître. Si vous pouvez donc nous présenter un petit peu votre parcours personnel euh, rapidement, et puis expliquer voilà, quel est le modèle économique d'Unity. Alors, le parcours personnel, ça va être très vite fait. Je suis un autodidacte. Pour parler plus particulièrement de la société, parce que c'est ça qui est intéressant, Unity, c'est une société qui construit des logements uniquement au profit de bailleurs sociaux. On répond à une double demande, celle qu'ont les mairies de construire un certain nombre de logements sociaux dans leur urbanisme, et celles qu'ont les bailleurs sociaux, ils ont des objectifs de production pour préserver leurs agréments. Ils n'arrivent pas forcément à les tenir et donc ils sont obligés d'acheter une partie de leur production à des promoteurs privés. Et nous, on s'inscrit pile à l'intérieur de cette double demande à laquelle on répond. Alors, est-ce qu'en France, il y a d'autres acteurs qui sont comme vous ou alors vous êtes vraiment sur une niche très, très spécifique et vous êtes le seul acteur coté, en tout cas, à être présent là-dessus. Il y a d'autres acteurs privés qui sont importants dans ce domaine? Je n'en ai pas beaucoup rencontré. C'est vrai qu'on est un peu tout seul. Très peu de promoteurs se sont créés ces dernières années, puisque c'était la difficulté. Ils ont plutôt recentré leur activité, diminué leurs effectifs. Ils se sont mis à restructurer en fait leur société. Et très peu de gens se sont lancés dans la promotion immobilière sur les 5-10 dernières années, enfin 5 dernières années. Donc aujourd'hui, sur ce créneau-là, il y a très très peu de concurrence, d'autant qu'on se spécialise dans la recherche de terrains sur des villes de 20 000 à 80 000 habitants. On essaye de pas trop rentrer dans les métropoles, même si par la force des choses, on y est également, et de faire des opérations de 30 à 70 logements. Ça, c'est vraiment notre modèle économique. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de concurrence sur ce type de modèle. D'abord parce que les terrains ne sont pas des terrains forcément fabuleux, hein, c'est des terrains qui correspondent au marché du logement social. Et ensuite dans des zones où on ne va pas se retrouver en concurrence avec des grandes majors ou même des promoteurs immobiliers régionaux importants. Alors justement, sur le logement social, est-ce que c'est un univers qui est en croissance? Est-ce qu'il y a de plus en plus de logements sociaux qui se construisent globalement sur la durée? Alors l'objectif c'est d'avoir 20% dans chaque ville de plus de 4500 habitants et 3500 dans la région parisienne, si mes chiffres sont bons, 20% de logements sociaux dans l'ensemble de l'urbanisme. On n'y est pas du tout, je crois qu'aujourd'hui on est aux alentours de 6-7% en moyenne nationale. Et en 2025, il faudrait être à 25%. Donc c'est un vrai objectif, c'est un vrai enjeu, d'autant que 70% des habitants de la population française est éligible au logement social. Alors, pour bien expliquer comment vous fonctionnez, vos clients, donc, ce sont directement les bailleurs sociaux. Vous n'agissez jamais avec des particuliers. Ce sont des grands groupes de HLM qui traitent avec vous, c'est ça? Des nationaux, des grands nationaux, la SNI, I3F, Vilogia, qui sont des grands nationaux, puis aussi des locaux. Alors on a tous les bailleurs conseils généraux, à peu près chaque conseil général a un bailleur social, est actionnaire principal d'un bailleur social. Et puis vous avez des offices HLM locaux, publics ou semi-publics, avec lesquels on travaille. Et alors le gros intérêt, c'est que ce sont des clients. Là aussi, c'est un modèle très particulier pour un promoteur immobilier, c'est cette espèce de pérennité, puisqu'on a chaque année des clients qui nous rachètent des immeubles. Et ça, bon, dans la conjoncture actuelle, c'est quand même super, quoi, clairement. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous dépendez de la conjoncture économique du moment? On voit que le secteur des promoteurs immobiliers a quand même beaucoup souffert récemment. Est-ce que votre métier est davantage pérenne? Est-ce qu'on a une vision justement de la croissance qui est plus installée? Ben, dès l'instant où où une commune ne remplit pas ses objectifs, elle va payer des amendes. Et si elle ne s'engage pas sérieusement à construire un certain nombre de logements, elle ne programme pas un certain nombre de logements dans sa ville, elle va perdre le droit de préemption. Ça, c'est la loi d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de communes, ça fait pas la une des médias, mais il y a beaucoup de petites communes qui ont perdu leur droit de préemption. Ça veut dire que le préfet arrive et dit, à cet endroit, je préempte et on va faire du logement social. Pour un maire, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'il n'est plus maître chez lui de la gestion de son urbanisme. Donc du coup, le fait que les collectivités soient obligées de faire 20 à 25% bientôt de logements sociaux et qu'aujourd'hui soient à 7%, fait que mécaniquement, il y a une très très forte demande de la part des collectivités et de la part des bailleurs qui sont sollicités par ces collectivités. Donc c'est un marché avec une vision à moyen terme de 5 à 7 ans. On sait que c'est un marché qui est en pleine évolution.
Alors, concernant la société en tant que telle, vous pouvez nous donner un petit peu quelques chiffres en termes de chiffre d'affaires, ce que vous prévoyez cette année et sur les années prochaines, et en termes de rentabilité également? Alors aujourd'hui, on a 300 logements sous les grues, hein, c'est-à-dire qu'on a 300 logements en construction. On est une jeune société puisqu'on a été coté au mois de mai et puis créé en 2012, donc on a eu une ascension fulgurante. On a un peu plus de 2000 logements actuellement en backlog, en logements sociaux. Et on a à peu près 800 à 1000 logements en logement intermédiaire, qui est un marché nouveau qui s'ouvre à nous. Le logement intermédiaire, c'est un petit peu au-dessus du logement social. Ça va se situer entre le libre et le logement social. Et aujourd'hui, on a une dizaine d'opérations qui ont été proposées à la SNI, qui est le bailleur qui s'occupe du logement intermédiaire en France, qui ont été acceptées. Donc entre 2016 et 2017, on sait qu'on va faire à peu près 800 logements intermédiaires et environ 2000 logements sociaux. Donc notre croissance, on a la chance d'être dans un métier où on voit à peu près à 1 an et demi, 2 ans où on va en être en termes de maîtrise foncière, puisque les terrains, là je vous annonce des terrains qui sont maîtrisés sous forme de compromis, et également des engagements de bailleurs qui nous ont dit, ok, nous si vous construisez à cet endroit, on va vous acheter l'opération à tel prix. Donc ça nous donne une vision assez exacte de ce que sera le chiffre d'affaires et le volume d'affaires de Unity sur 2016 et 2017. Notre objectif est d'arriver aux alentours de l'année 2018 à 2000 logements par an actés en termes de logements sociaux et 1000 logements intermédiaires. C'est très très ambitieux. Hein. Justement, en termes de chiffre d'affaires, ça ferait, ça ferait 350 à 400 millions d'euros, donc c'est un volume qui serait quasiment le double de ce qu'on fait aujourd'hui. Et excusez-moi, 10 fois ce qu'on fait aujourd'hui. Et du côté de la rentabilité? Alors, c'est là qu'on tire un peu notre épingle du jeu. Aujourd'hui, on ne va pas sur des opérations qui ne nous permettraient pas de dégager au moins 10% de rentabilité nette. Ce qui est assez exceptionnel pour la promotion, parce qu'on est en général dans des modèles de rentabilité un peu moindres. Mais ça s'explique parce qu'on n'a absolument pas de réseau de commercialisation à gérer. On n'a d'ailleurs même pas de service commercial à l'intérieur de la société, parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand on bloque un terrain, on va voir un maire, on lui propose de faire du logement social. C'est la première des démarches. S'il n'est pas d'accord, évidemment qu'on va passer notre chemin. Et lorsqu'on a cet accord et qu'on commence à élaborer un projet, on a systématiquement 2, 3 ou 4 bailleurs qui se proposent pour acheter l'opération. Donc nous, notre problème n'est vraiment pas la vente, c'est un bonheur hein, pour une société de ne pas avoir d'inquiétude sur la finalité commerciale. Mais ça fait des économies d'échelle très importantes. On n'a absolument pas d'administration des ventes, de gens qui vont gérer les allotements, de gens qui vont gérer les réseaux de vente, de gens qui vont s'occuper également de faire rentrer les appels de fonds, puisque pour nous, en face, on a toujours un client, une banque, un notaire, et donc un seul appel de fonds à chaque opération. C'est extrêmement simple à gérer, donc c'est économique en coût de personnel. Ensuite, le fait qu'on se positionne sur des terrains qui sont malgré tout des terrains qui ne sont pas forcément concurrentiels, j'allais dire, fait qu'on a un coût de terrain qui est moins important en règle générale. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète des terrains à des particuliers, ils sont exonérés de la plus-value, puisqu'on bénéficie, au même titre que les bailleurs sociaux, de la possibilité de faire exonérer les propriétaires de terrains de la plus-value. Donc on a cette économie-là, et on a un savoir-faire de la construction, puisqu'on est issu de la construction, qui nous permet aujourd'hui de construire à des coûts de construction très sérieux, qui sont les vrais coûts de construction. Et du côté de la structure financière, je crois que vous avez levé de l'argent. On peut préciser un petit peu quels sont vos besoins financiers sur les prochaines années. Est-ce que vous aurez besoin de faire une augmentation de capital ou une obligation convertible? Alors très honnêtement, on a l'ambition de rentrer sur le marché régulier à l'horizon 2017. Alors c'était prévu 2016, on le fera en 2017 très certainement. C'est juste que vous êtes sur le marché libre aujourd'hui. Aujourd'hui on est sur le marché libre et donc on va passer sur le marché régulier avec un visa AMF. C'est sur Internet très important, oui. Entre aujourd'hui et le moment où on va passer sur ce marché, on va effectivement très certainement faire, enfin pour tout vous dire, c'est dans les clous, on va très certainement faire une levée de fonds sous forme d'obligations convertibles avec une banque d'affaires qui nous a proposé ce service. On a eu beaucoup de propositions de services, donc c'est un très bon signe pour nous. On négocie les taux.
mais ce sont des sommes qui seront affectées au développement de l'entreprise et non pas aux activités de promotion. C'est-à-dire qu'on va s'en servir principalement pour se développer sur l'ensemble du territoire, parce qu'aujourd'hui, on est extrêmement présent dans la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, puisqu'on est issu de là, hein, mon accent ne peut pas le cacher. Et ensuite, on est très présent également en PACA, hein, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et sur le bassin parisien, où on commence nos premières opérations cette année, notamment à Lagny-sur-Marne. Donc on doit encore se développer dans l'Est, en Rhône-Alpes, et sur la façade ouest de la métropole. Et ça, on a un plan d'attaque sur 2016 et 2017, qui nécessitera des fonds. Et en termes capitalistiques, il y a une part assez faible du capital qui est réservé aujourd'hui aux investisseurs individuels. Je crois qu'il y a 5% du flottant seulement. Est-ce qu'à terme, justement, cette part du capital réservée aux autres actionnaires que les fondateurs est appelée à augmenter? Oui, bien sûr. C'est même notre objectif, c'est d'avoir le maximum de petits porteurs. Nous, on a vraiment cette ambition pour avoir beaucoup de liquidités sur les titres. Donc beaucoup de petits porteurs, c'est notre souhait. Et on va beaucoup travailler dans ce sens. Les institutionnels, on a un certain nombre de solutions qui nous sont sur la table aujourd'hui, mais ce n'est pas avant 2016-2017. Par contre, dès aujourd'hui, on est prêt à laisser du capital à tous les investisseurs privés qui veulent rentrer au capital, mais tous les jours ça tourne, hein. Il y a du mouvement sur un titre du marché libre, on a eu beaucoup de mouvements, je trouve, par rapport à des valeurs classiques. Et sinon, globalement, sur l'immobilier, vous sentez qu'il y a une inflexion quand même du discours des pouvoirs publics, qui est davantage compréhensif aujourd'hui? Comment ça Est-ce que les pouvoirs publics ont vraiment pris conscience que c'est un secteur important et il y a eu des mesures favorables qui ont été prises récemment? Oui, de toute manière, on voit bien même que la défiscalisation s'est repartie à la hausse. Je crois que c'est plus 54% depuis le début de l'année. Nous, on en bénéficie également parce qu'il y a forcément une demande également qui a été augmentée, les gens trouvent du travail. Donc ça repart un petit peu. Et les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour que le logement et la construction se fassent. Donc oui, on sent qu'il y a un frémissement, c'est clair. C'est pas non plus, c'est pas une sortie de crise, hein, encore, on n'en est pas là, mais on voit que ça avance bien. Ouais. Donc on va prendre les questions éventuellement, si vous avez des questions à poser à la société Unity. Alors, on va prendre un exemple chiffré. Aujourd'hui, on vend sur une zone comme Perpignan, prenons une ville, Perpignan, on vend le mètre carré habitable à 1 600 € hors taxe. Ce sont des prix qui sont fixés par l'État. À Lagny-sur-Marne, c'est 2 450. On n'a pas de surprise sur le prix de vente. Comment eux, ils équilibrent à ce prix-là? Déjà, 1 650 € hors taxe le mètre carré, ce n'est pas excessif. D'autre part, ils ont accès à un prêt Caisse des dépôts et consignation sur une durée extrêmement longue, à des taux extrêmement favorables. Ils sont subventionnés pour partie, mais c'est très peu, c'est de l'ordre de 2-3%, ce qui n'est pas plus mal parce que ça laisse la part à la vraie économie. D'autre part, les prêts sont systématiquement cautionnés pour 25% par le Conseil général, pour 25% par le Conseil général ou 75% des deux, et par l'agglomération. Donc, ils ont une garantie d'emprunt, ils empruntent à des taux très bas, ils vont garder l'immeuble pendant 50 ans. En termes financiers, pour eux, l'affaire est très bonne. D'ailleurs, vous regardez les résultats financiers des principaux bailleurs sociaux nationaux, c'est beaucoup d'argent dans les caisses. Hein? Et vous aviez une seconde question? Le financement, vous m'avez dit? Ah, c'est une VFA classique. C'est une VFA classique. C'est-à-dire que quand on a un client sur lequel on est d'accord, avec lequel on est d'accord, on signe un contrat de réservation. Et alors certains bailleurs nous achètent même 30% à l'acte, ce qui nous met tout de suite en trésorerie positive, ce qui fait qu'on n'emprunte pas, on ne fait pas de prêt d'accompagnement, on n'en a jamais fait. On a toujours acheté le terrain d'un côté, mis en place la garantie financière d'achèvement de l'autre pour ceux qui s'intéressent ou connaissent le marché. Ce qui nous permet de ne pas avoir besoin de fonds propres très importants qui sont bloqués. On n'a pas d'argent bloqué en banque pendant des mois. Ça, c'est super important.
et on dispose de fonds immédiats par les appels de fonds, et c'est avec ça qu'on finance nos opérations et nos fonds propres. On s'assure qu'ils ont eu un prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le prêt étant cautionné, ça nous permet de nous faire payer directement par le compte centralisateur de la Caisse des dépôts et consignations, qui paye directement au profit du bailleur pour nous, comme un appel de fonds classique qu'on va faire en tant que promoteur. Donc il y a vraiment, là, sur le coup, il n'y a absolument aucun problème. Après, vous avez des différences de paiement. Certains vont vous payer tous les 20 du mois, certains vont vous payer à 30 jours, certains à 15 jours. C'est une gestion à prendre, chaque bailleur étant différent. Mais bon, ils ne sortent pas des clous, 35% en fondation, 70% à la mise hors d'eau, 95% à la livraison. Voilà, le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci à vous.